Bonjour à tous. Vous avez tous entendu parler de la théorie du genre. Pour rappel, cette théorie considère que le genre est une construction sociale et culturelle plutôt qu'un fait biologique. On ne naît pas homme ou femme, on le devient par l'éducation, la culture et les influences extérieures que l'on subit. Cette théorie vise donc à dissocier le genre du sexe, le sexe étant défini par la biologie, les chromosomes, les hormones, tandis que le genre fait référence à l'identification subjective en tant que homme, femme ou non-binaire, ni homme ni femme. On peut donc être de sexe masculin et être femme ou se sentir femme. On peut aussi être de sexe féminin et être homme ou se sentir homme. On peut aussi être de sexe masculin ou féminin et se sentir rien du tout, ni homme ni femme. C'est ce qu'on appelle les non-binaires. Jusque-là, si je ne vous ai pas déjà perdu, on peut continuer. Maintenant que vous savez à quoi fait référence la théorie du genre, combien d'entre vous connaissent l'origine de cette théorie? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette théorie n'est pas une évolution naturelle, organique de la société et du progrès qui l'accompagne, mais elle a été pensée, développée et médiatisée par un groupe d'individus. Car on pourrait légitimement se poser la question, comment les humains ont-ils vécu des millions d'années sans ne jamais se poser cette question, la question du genre? Et pourquoi soudainement ce sujet devient aussi central aujourd'hui? Et j'ouvre là une parenthèse parce que la question du genre, si chère à l'Occident, n'existe que dans les pays riches. Parce que dans les autres civilisations, dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres, dans d'autres contrées du monde, Afrique, Orient, Moyen-Orient, on a d'autres problèmes. On a de vrais problèmes. Les individus s'intéressent au coût de la vie, à l'éducation de leurs enfants, et pas à l'éducation sexuelle, mais à la véritable éducation. Maths, physique, langue, écriture. Et la raison est assez simple. Lorsqu'on a de vrais problèmes, on n'a pas le temps de se questionner sur le genre. Et par de vrais problèmes, j'entends se nourrir, se loger, se vêtir, la base de la pyramide de Maslow. Et pour ceux qui ne connaissent pas la pyramide de Maslow, j'imagine que la majorité d'entre vous voit à peu près à quoi je fais référence, mais un rappel ne fait jamais de mal. La pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui résume les besoins des humains en les hiérarchisant des plus importants aux moins importants. Et donc à la base de cette pyramide, on a les besoins physiologiques, manger, boire, respirer, dormir, éliminer, aller aux toilettes, c'est une chose qu'on prend pour acquise chez nous, alors qu'il faut savoir que dans beaucoup de régions du monde, le tout à l'égout n'existe pas. Dans des contrées éloignées d'Inde, du Pakistan, les gens sont encore obligés de sortir pour aller chier derrière un mur, un arbre. Le tout à l'égout est une réelle révolution. Et d'ailleurs, il y a un prof d'urbanisme, quand je faisais mes études d'architecture, qui nous avait posé la question, à quel moment on peut parler de civilisation? À quel moment on sait qu'une culture ou qu'un peuple a atteint le niveau de civilisation? Et là, on se regarde, on essaye de penser aux évolutions technologiques, aux inventions. Et il nous répond en disant, ne cherchez pas très loin, c'est les égouts. Au moment où une civilisation sait évacuer son caca, ou au moment où un peuple sait évacuer son caca, c'est une civilisation. Et j'ai trouvé cette définition géniale. Je me suis dit, en effet, quand on arrête de vivre dans sa merde, on peut parler d'évolution. Et d'ailleurs, on pense souvent que la santé ou les problèmes de santé et d'hygiène ont été réglés par la médecine moderne, mais c'est faux, c'est un mensonge. La médecine moderne n'a jamais rien réglé. La médecine ne fait que soigner. La médecine arrive après. C'est une fois que tu es malade que tu vas chez le médecin. La prévention a été faite par les plombiers. C'est les plombiers, c'est le tout à l'égout, c'est le fait d'évacuer les eaux usées, c'est le fait d'arrêter de boire des eaux contaminées par la merde, par l'Escherichia coli, par des bactéries divers, qu'on a arrêté de tomber malade ou qu'on est de moins en moins tombé malade. Faut savoir qu'il y a des époques pas si reculées que ça en Europe, au Moyen-Âge notamment, où consommer de la bière était plus sûr que consommer de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau était réputée contaminée ou souvent contaminée, alors que la bière, elle, était pasteurisée. Le processus de fabrication de la bière fait que c'était une boisson relativement sûre, relativement saine.
Et pour revenir à ce que je disais, les progrès phénoménaux qu'on a fait en Europe en hygiène et en santé, ça n'a jamais été apporté par la médecine. C'est les plombiers, c'est le tout à l'égout, c'est les systèmes d'assainissement, c'est au moment où on a arrêté de vivre au milieu de notre propre merde qu'on a arrêté de tomber malade. Et c'est pour ça que l'élimination de nos déchets, de nos propres déchets, eh bien, c'est la base de la pyramide de Maslow. Quand tu vis dans ta propre merde, tu te poses pas d'autres questions existentielles. C'est suffisamment encombrant pour t'occuper le cerveau. Ensuite, au deuxième étage de la pyramide, on a le besoin de sécurité, on a besoin de vivre dans un environnement stable, paisible, prévisible. Pourquoi ? Parce que quand tu vis dans un pays, dans une contrée où il y a la guerre civile, où des bombes explosent tous les jours, je te garantis que t'as pas envie de faire de philosophie ou de haute musique. Donc développer de la culture, de la pensée, de la musique classique, etc., ça demandait une relative stabilité, ça demandait une relative sérénité pour que les cerveaux puissent se mettre à produire, à méditer et à penser à autre chose. Ensuite, un peu plus haut dans la pyramide, on a le besoin d'appartenance, sentir qu'on appartient à une culture, à un peuple, à un pays. On a besoin de l'affection des autres et le sentiment d'appartenance est un besoin nécessaire aux humains. Et un peu plus haut, là, on commence à toucher dans le luxe. C'est des choses nécessaires, mais pas vitales, notamment le besoin d'estime, le besoin d'être reconnu par les autres, le besoin d'être apprécié, le besoin de faire un métier dans lequel on est valorisé, reconnu, apprécié par les autres. Et tout en haut, et là c'est le sommet de la pyramide, c'est le besoin d'accomplissement, être accompli dans sa vie, dans sa carrière. Mais là, on touche déjà au développement personnel, on touche déjà à un niveau d'évolution de richesse et de prospérité qu'on ne connaît quasiment qu'en Occident. C'est pour ça d'ailleurs que le développement personnel fonctionne aux États-Unis, en Europe, au Canada, dans les pays très riches, mais dans les pays pauvres, Tony Robbins, le développement personnel, ça parle pas à grand monde. Quand t'écoutes Tony Robbins et les autres conneries de développement personnel, c'est que t'as atteint un niveau de richesse assez élevé, quoi. C'est que t'as déjà bien mangé, t'as bien bu, tu nages pas dans ta propre merde, t'es en sécurité, t'as pas des bombes qui explosent à droite à gauche, tu vis pas au Liban dans les années 80. C'est à ce moment-là que tu commences à t'intéresser à l'épanouissement, j'ai envie de changer de boulot. Même l'idée de changer de boulot, ça veut dire qu'il y a du boulot. Tu vois, je suis pas accompli dans mon travail, j'ai envie de changer de boulot. Tu chopes un Pakistanais dans un marché qui porte des sacs de riz du matin au soir, lui, il en est pas là. Il en est pas à changer de boulot, changer de carrière. Lui, il en est à j'espère que je vais être payé en fin de journée. Il a même pas un contrat sur le mois, tu vois. Il arrive le matin, on lui tape dans la main, on lui dit voilà les sacs de riz, tu les portes de tel endroit à tel endroit. Et il espère qu'il va pas se faire enculer et qu'on va le payer à la fin de la journée. Lui, il en est là. La carrière, l'accomplissement, le développement personnel, c'est pas encore dans son radar. Et en Occident, comme on a fait toute la pyramide de Maslow, comme on a réglé à peu près tous les vrais problèmes, on a commencé à se poser de nouvelles questions, on a commencé à inventer de nouveaux problèmes. Pourquoi ? Parce que l'humain a besoin d'un peu de résistance. Sinon, il perd la tête. L'humain a besoin de choses à régler. Et comme on n'a plus rien à régler, on n'a plus vraiment de problèmes à régler objectivement, on a commencé à s'inventer de nouveaux problèmes, dont la sexualité, le genre, le trou de balle. D'une façon générale, le trou de balle et l'anus. Et quand l'anus devient le sujet central d'une civilisation, tu sais que c'est la fin. Quand le premier truc dont on parle, quand t'allumes la télé, quand t'es sur internet, c'est la sexualité, le trou de balle, l'anus, je suis un homme, je suis une femme, je sais pas ce que je veux de ma vie. Quand tu commences à avoir ce genre de considération, tu sais que c'est la fin. Et aujourd'hui, en Occident, c'est la fin. On est une civilisation sur laquelle il y a marqué en travaux. Revenez plus tard, on est occupé. Sur l'Occident, aujourd'hui, il y a un grand panneau sur lequel il y a marqué « Revenez quand on aura fini de se trifouiller l'anus ». Le trou de balle nous occupe tout notre temps. Et c'est pour ça que personne ne nous prend au sérieux. Toutes les civilisations traditionnelles, Chine, Inde, Russie, tous ces pays-là nous regardent en disant « Mais qu'est-ce qui vous arrive les mecs ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ?» J'ai écouté les discours récents de Poutine et à chaque fois, le mec se dit « Qu'est-ce qui se passe en Occident ? Qu'est-ce qui vous arrive les mecs ? C'est quoi les questions que vous vous posez ?
Poutine se dit, nous, même à l'époque de l'Union soviétique, on était au sommet, on était les concurrents des États-Unis, on s'est jamais posé des questions de trou de balle, tu vois, on essayait d'aller dans l'espace, on essayait d'aller sur la Lune, on essayait de faire des trucs, tu vois, on était occupé par d'autres choses. Ce qui était au centre de la civilisation soviétique, c'était l'atome, c'était le nucléaire, c'était la conquête spatiale. Ils sont jamais tombés dans des considérations du type le genre, la sexualité, tu vois. Avec tous les défauts de l'Empire soviétique, avec tous les défauts du communisme, c'était quand même une civilisation axée sur la technique, la technologie, le progrès. Il n'y a jamais eu de dégénérescence du type sexualité comme on le fait aujourd'hui en Occident. L'homme soviétique n'a jamais mis le sexe et le genre au centre de sa civilisation. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup regrettent l'Union soviétique, parce qu'avec tous les défauts du communisme, avec toute la violence, avec tous les morts, avec tout ce que ça a provoqué comme violence, eh bien, les gens se disent, on n'était quand même pas des dégénérés. Tu vois, quand tu regardais l'Union soviétique, c'était l'espace, c'était Yuri Gagarin, c'était l'atome, c'était le nucléaire. Bon, ça a mal tourné, ça finit avec Tchernobyl, mais en tout cas, l'intention au départ, c'était celle-là. Et dans les discours de Poutine, c'est ça qui ressort. À chaque fois qu'il parle de l'Occident, qu'est-ce qui vous arrive, les mecs ? Qu'est-ce qui vous arrive ? On a été puissants, nous aussi, à une époque. On a rempli toutes les conditions de la pyramide de Maslow, nous aussi, à une époque. Mais on n'est jamais tombé dans une telle dégénérescence. Vous êtes des dégénérés, les mecs. Et il faut bien comprendre que la dégénérescence n'est pas mondiale. Lorsqu'on entend les gens dire « oui, le monde part en couille, c'est n'importe quoi ». Non, c'est pas le monde, c'est l'Occident. Laissez le reste du monde tranquille. L'Occident part en couille. C'est pas le monde, c'est l'Occident. La dégénérescence actuelle, l'obsession sexuelle, l'obsession du genre, de la sexualité, du porno, de la déchéance totale et absolue, c'est une déchéance occidentale. Elle n'est pas mondiale. Et une autre raison pour laquelle la théorie du genre n'est pas très populaire dans les pays pauvres, pour ne pas dire inexistante, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher, mine de rien, parce que la théorie du genre, c'est quoi concrètement ? Lorsqu'on va au bout du bout, la transformation sexuelle, le changement de sexe, c'est quoi ? C'est des hormones, c'est de la chirurgie esthétique, c'est de la vaginoplastie, c'est des interventions chirurgicales à n'en plus finir, et tout ça, ça coûte de la thune. Tout ça, ça coûte très cher. Donc c'est pas du tout accessible dans des pays où les gens n'ont pas les moyens. Et pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, il y a un documentaire excellent qui a été réalisé par Matt Walsh. Ça s'appelle What is a Woman ? Qu'est-ce qu'une femme ? Où il interviewe plusieurs personnes, des psychiatres, des praticiens, des psychologues et des personnes trans. Et notamment, l'une des personnes trans interviewées est une femme qui est devenue homme, donc une femme qui a eu 3 enfants, qui a eu une vie normale de femme. Puis à un moment, elle s'est sentie homme. Et elle a expliqué qu'elle est passée par 7 opérations. Elle a raconté toutes ses infections, les maladies qu'elle a eues. Et elle fait partie de ces personnes qui ont regretté leur transition. Elle dit, on m'a pas prévenu, je pensais pas que c'était aussi lourd que ça. Le chirurgien lui a raconté ça comme un truc simple, elle lui dit, j'en fais à l'appel, j'en fais toute l'année, c'est pas grave. Et elle dit, je passe 7 fois sur le billard, je prends des hormones, j'ai des infections, j'ai des maladies. Et elle dit clairement, aujourd'hui, je ne vivrai pas longtemps. Je ne vivrai pas longtemps, je vivrai peut-être jusqu'à 50, 55 ans, mais c'est tout, quoi. Et dans ce documentaire, ce que j'ai trouvé intéressant, mis à part le fait que ce soit l'un des rares documentaires qui lève vraiment la question de la théorie du genre, qu'est-ce que c'est, pourquoi et vers quoi on va, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce documentaire aborde des questions qu'on ne veut pas aborder. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de banalisation de la théorie du genre et on n'explique pas la vérité du côté obscur de ce qu'il y a derrière, notamment le fait que un transsexuel sur 3, donc 30%, ou un peu plus de 30%, se suicident dans les 5-7 années qui suivent l'opération. Donc c'est des gens qui passent sur le billard, qui font le cycle complet, hormones, transformations, etc. Ils arrivent au résultat souhaité et quelques années après, ils se suicident. Et ça concerne 30% des transsexuels. C'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez si on disait un homme sur 3 se suicide ou une femme sur 3 se suicide, ça serait
partout dans les infos, ça serait placardé, tout le monde en parlerait, c'est énorme, c'est une statistique terrifiante. Eh bien là, t'as 30% des transsexuels qui se flinguent, du moins c'est ce que disait cette psychiatre dans ce documentaire, dans les 5-7 années qui suivent leur opération, et personne n'en parle. Et je pense qu'effectivement, c'est une information qu'il faudrait donner. Combien de chirurgiens disent à leurs patients qui souhaitent faire leur transformation, et là encore une fois, vous le savez, je l'ai dit 1 million de fois, je suis un libéral, tu fais ce que tu veux, tu as envie de te transformer, c'est ton problème. Par contre, combien de chirurgiens donnent l'information totale? Tu vois, tu reçois un patient, tu lui dis « Ok, je suis prêt à vous opérer, par contre, j'ai une statistique que je dois vous donner. Un patient sur 3 se suicide entre 5 et 7 ans après l'opération. » Combien de gens accepteraient de passer sous le bistouri s'ils connaissaient cette statistique? Et c'est des chiffres très difficiles à trouver. C'est aussi quelque chose qui m'a interrogé parce que j'ai essayé de chercher sur Internet, j'ai regardé. On trouve toujours les statistiques des tentatives de suicide chez les transsexuels qui sont très élevées, entre 30 et 50%, mais on ne trouve pas des statistiques des suicides réels, du nombre de transsexuels, de personnes transsexuelles qui ont décidé de mettre fin à leur vie ou avant l'opération ou après l'opération. C'est une statistique extrêmement difficile à trouver. Vous trouverez des statistiques qui donnent le chiffre des tentatives, on trouve ça partout dans les articles, c'est très bien référencé. On vous dira que entre 30 et 50% des transsexuels ont tenté, ont essayé de mettre fin à leur vie. Par contre, on ne dit pas combien le font réellement. Et je me demande pourquoi. Et la réponse, elle est évidente. C'est que c'est un chiffre que les autorités ne veulent pas donner. On est dans une espèce d'époque de promotion de la théorie du genre, pour une raison ou pour une autre, on en parlera plus tard dans ce podcast, mais les chiffres exacts sont très difficiles à trouver. Je vous laisse faire l'exercice, vous verrez que vous trouverez plein d'articles qui parlent des tentatives, qui parlent du mal-être des personnes transgenres, avec ou sans opération, peu importe, mais vous ne trouverez pas des chiffres qui explicitent, qui démontrent, qui racontent ce que disait ce psychiatre, à savoir les suicides post-opération, post-transformation. Et lorsqu'on parle de théorie du genre, il y a souvent 2 noms qui reviennent. Il y a d'abord Alfred Kinsey et son fameux rapport, et il y a bien sûr un autre nom qui est beaucoup moins connu, John Money, le sexologue et psychologue néo-zélandais, qui est à l'origine de cette théorie. On ne parlera pas d'Alfred Kinsey et de son rapport parce que Kinsey ne s'est pas focalisé sur la question du genre et de la théorie du genre. Kinsey a émis un rapport général au sujet de la sexualité. Et pourquoi ça a choqué ? Parce que son rapport explique que les Américains ont des comportements sexuels déviants, les Américains sont des dégénérés, alors qu'à l'époque, les États-Unis étaient un pays extrêmement conservateur et traditionnel. Et ce rapport a fait scandale parce qu'on a appris que l'échantillon sur lequel se basait Kinsey était assez étrange. Cet échantillon était constitué de prisonniers, de prédateurs sexuels, de pédophiles. Il est allé dans les prisons pour poser à des prédateurs sexuels la question de la sexualité. Et il conclut son rapport en disant voilà les pratiques sexuelles que les Américains aimeraient avoir. Il apporte notamment la question de la sexualité des enfants. C'est surtout ça qui a choqué. Il y a une volonté de banaliser la sexualité des enfants dans le rapport Kinsey. Et les gens se disent mais pourquoi t'établis un rapport qui est censé nous expliquer ou vulgariser les comportements sexuels de la population en te basant sur la population carcérale? Ton échantillon, ton étude est basée sur des prédateurs sexuels et des pédophiles. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Et vous avez compris que c'est un rapport qui a été fait pour manipuler l'opinion, pour essayer de banaliser certaines choses, pour essayer de banaliser notamment la pédophilie. Il y a une vraie volonté chez ces gens-là de sexualiser les enfants, alors que l'enfant est asexué par essence. L'enfant ne connaît pas, ne comprend pas les questions de la sexualité. Il est asexué par essence et il découvre la sexualité plus tard, à l'adolescence et bien plus tard. Et chez ces gens-là, il y a volonté depuis des années, depuis les années 50, 60, 70, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a cette obsession de banaliser
ou de démocratiser la sexualité chez les enfants. Et pour ce faire, comme la majorité des gens que tu interrogeras n'iront pas dans ton sens, bien ce qu'il a fait, c'est qu'il allait voir des prisonniers, des prédateurs sexuels, des pédophiles emprisonnés pour des crimes sexuels, et il allait leur demander « Qu'est-ce que tu penses de ci ou de ça? Qu'est-ce que tu penses de la banalisation de la sexualité chez les gamins? Tu m'étonnes, le mec est pédophile, qu'est-ce qu'il va répondre ?» Et Kinsey pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, d'un sujet entier. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que Kinsey n'est pas au centre de la théorie du genre. Pour résumer Kinsey, c'est surtout la promotion des déviances sexuelles et de la pédophilie. Le personnage, la personnalité qui a quasiment inventé, théorisé le genre, c'est John Money. Il faut savoir que le terme gender identity ou identité de genre ou encore gender role, rôle de genre, ont été inventés par le psychologue et sexologue néo-zélandais John Money, né le 8 juillet 1921 et mort le 7 juillet 2006. Ceux qui s'intéressent à la numérologie trouveront ça intéressant. Il est né et mort quasiment le même jour, un vendredi, le même mois, le mois de juillet, né le 8 et mort le 7. Alors, je suis pas un grand fan de numérologie, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et avant lui, on n'avait jamais utilisé le mot genre pour les individus ou pour parler de sexualité. Le sexe était évident, il y en avait deux, il y avait le sexe masculin et le sexe féminin, donc défini par la biologie et rien d'autre. Donc première chose à comprendre, la question du genre n'est pas une évolution naturelle, organique qui est arrivée comme ça naturellement sur la scène sociale publique, mais ça a été inventé par une personne ou un groupe de personnes à un instant T. Et John Money est le premier, j'insiste, c'est le premier à dire que le genre, que la sexualité est une construction sociale qui peut être liée à la biologie, mais pas uniquement. Ça aussi c'est important à saisir, il ne nie pas le fait biologique, il dit simplement que ce n'est qu'un des paramètres qui définit le genre. John Money fait des recherches sur l'identité sexuelle et la biologie des genres et travaille avec l'endocrinologue français Claude Mijon à la Johns Hopkins Gender Identity Clinic, la première clinique aux États-Unis qui pratique la chirurgie plastique pour le changement de sexe pour les enfants et les adultes. Et pour la petite précision, l'endocrinologue français Claude Mijon est un spécialiste des hormones. C'est un médecin dont la spécialité est l'étude et le traitement des maladies du système endocrinien. Et un auditeur m'a dit « L'Observateur, je suis surpris qu'il n'y ait pas de Français dans l'équipe, tu parles de John Money, néo-zélandais. T'inquiète pas, quand il s'agit de dégénérescence et de trous de balle, il y a toujours un Français dans l'équipe. » C'est incroyable en fait. La France est un grand pays de théoriciens, on a produit plein de choses et on a été à la source des pires idéologies. Faut savoir que le communisme, à la base, ça naît en France. Ça commence avec Jean-Jacques Rousseau, puis ensuite, t'as le socialiste utopiste Charles Fourier qui influence les idées communistes. Charles Fourier est une star dans tous les milieux socialistes communistes, et Charles Fourier théorise la vision d'une société sans classe sociale qui influence le communisme dès le 19e siècle. Et dans la foulée, on a eu Sartre qui déclare que la liberté ne peut être atteinte que dans des sociétés socialistes ou communistes. Et il y a un tas d'idéologies complètement flinguées qui naissent en France. La seule chose, c'est que nous, on est un peuple de théoriciens, on adore la théorie, on adore réfléchir et on n'en fait jamais rien. C'est pour ça que c'est pas toxique chez nous. Si tu veux, en France, t'as Charles Fourier, il est là, il raconte des conneries, les gens l'écoutent, oui c'est sympa, Fourier, et on n'en fait rien du tout. Ça éclate, ça explose en communisme et ça devient une idéologie quand ça arrive en Russie. Pareil pour Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir raconte des conneries. La Française moyenne dans les années 70, elle écoute Simone de Beauvoir, ensuite elle fait quoi? Elle va se trouver un mec, elle se marie, elle fait 3 enfants. Si tu veux, Simone de Beauvoir, l'influence de la Simone sur la vie de la Française moyenne à l'époque est quasi nulle. Tout le monde sait que c'est une dégénérée. Tu vois, je dis à mes parents, vous pensez quoi de Simone de Beauvoir? Ils vont même pas me répondre, quoi. On parle pas de ces gens-là, c'est des dégénérés. Le problème, c'est que une fois que ces idéologies sortent de France et que ça touche des pays qui sont beaucoup plus pragmatiques, c'est là que ça part en couille. Simone de Beauvoir n'est pas du tout dangereuse en France. La Française moyenne, comme je vous le dis,
On est un pays de théoriciens, elle va lire ça, elle va dire « Oh, c'est sympa, c'est des nouvelles idées, ah, c'est intéressant, on ne naît pas femme, on le devient. Oh, pourquoi pas ?» D'ailleurs, il y a même une auditrice qui m'a dit « J'ai vraiment pris la citation de Simone de Beauvoir naïvement. » Quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », beaucoup de Françaises ont pris ça au sens oui, on devient une femme, on fait ses expériences, on apprend des choses et on devient femme. Mais en réalité, c'est pas ça que voulait dire Simone de Beauvoir. C'était la théorie du genre. On ne naît pas femme. C'est la société, en te donnant des poupées, en t'habillant en rose, etc., qui fait que tu deviens une femme. Autrement, t'aurais pu être un homme. C'est ça, Simone de Beauvoir. Mais comme la française, à la base, n'est pas complètement dégénérée, elle lit ça au sens naïf. Elle n'imagine pas que Simone de Beauvoir oserait dire que, en fait, le bébé fille n'est pas vraiment fille. Il est rien du tout. Et ensuite, il devient fille et femme. Et c'est en arrivant aux États-Unis que de Beauvoir, ça devient toxique et dangereux, parce que l'Amérique, c'est un peuple de pragmatiques. Ils aiment transformer les choses. Eux, la théorie pour la théorie, ils comprennent pas. C'est vraiment un truc français, tu vois. Le truc au CNRS où tu fais des recherches et t'en fais rien du tout, tu mets ça dans un registre, dans un dossier et tu mets ça sur ton étagère, ça n'existe qu'en France, tu vois. En France, t'as Jean-Michel, il travaille, il bosse. T'as Poincaré, il bosse sur la relativité générale, il est là, il dit « Oh, c'est pas mal. Ça pourrait être une théorie intéressante. On va bouffer ? Jean-Jacques, il est midi, on va bouffer ?» Puis il met sa théorie sur le côté. Et quelques temps plus tard, t'as Einstein qui balance la théorie de la relativité générale. Et Poincaré, il est là, mais c'est mon truc, ça. Et les mecs, je suis allé bouffer 2 heures. Vous m'avez volé ma théorie. Et blague à part, très honnêtement, il s'est passé à peine quelques semaines entre les deux découvertes. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire que Poincaré et Einstein auraient pu découvrir la théorie de la relativité générale en même temps. Mais officiellement, le premier à déposer l'idée, à la populariser, c'est pas Poincaré, c'est Einstein. Poincaré, il se dit « Putain, mais c'est moi le premier qui l'ai inventé. » Sauf que, comme on est des théoriciens pour la théorie, on n'en fait jamais rien. C'est toujours les autres qui font des choses, des découvertes françaises. Et Simone de Beauvoir, tu vois, c'est de la théorie, ça balance des conneries, on n'en fait jamais rien en France. Ça arrive sur la table de chevet de l'américaine, et là, ça part en couille. Elle se teint les cheveux en rouge, elle se tatoue le fion, elle sort dans la rue gueuler, les hommes sont des meurtriers, assassins, violeurs, etc. C'est là que ça part en couille. C'est l'américaine qui prend la radicalité de Beauvoir et qui en fait quelque chose. Et ce qui nous revient aujourd'hui en France, c'est les théories qu'on a créées chez nous, mais comme on est des théoriciens, on s'en fout, on n'en fait rien du tout. Mais ça va aux États-Unis, ça devient pratique et ça nous revient dans la gueule. Comme le communisme, t'as Fourier, personne ne le connaît. Charles Fourier en France, le mec, personne ne lui parlait dans la rue. C'est un pestiféré, tout le monde sait qu'il racontait de la merde. Ces idées débarquent en Allemagne, en Russie, ça donne le communisme, ça part en couille. Et après, ça revient chez nous. Ça revient chez nous. Ce qui revient aujourd'hui, c'est les conneries qu'a balancé Fourier il y a 2 siècles. Donc pour répondre à mon auditeur, oui, t'inquiète pas, il y a toujours un Français dans l'équipe. Dès qu'il y a de la haute théorie complètement flinguée, il y a toujours un Français dans l'équipe. Et encore plus quand ça tourne autour du fion. Les questions de sexualité, on est le pays de la baise, enfin, on était. Mais encore une fois, pourquoi ça ne fait rien de mal en France ? Parce qu'on est des théoriciens. On va balancer des idées complètement flinguées, après on va bouffer. Midi 30, on va manger. On en a rien à foutre. Le mec au CNRS, il en a rien à foutre. Il découvre une source d'énergie illimitée, midi, il va manger. Il découvre Internet, midi, il va manger. Et après, c'est les Américains qui développent Internet. Internet, ça commence avec un mathématicien français, un informaticien qui s'appelle Jean-Jacques, mais à midi, il s'est dit, je vais bouffer. Le cerveau de l'intelligence artificielle chez Meta est français. Sauf qu'en France, à midi, il allait bouffer. Il faisait rien du tout. Il débarque aux États-Unis, ça devient une superstar. Et ça, c'est la France. On est des putains de théoriciens, mais en fait, la pratique, ça nous saoule. On n'aime pas. Donc on découvre, on passe notre temps à découvrir des trucs incroyables, on n'en fait jamais rien, et ensuite ça part aux États-Unis et ça nous revient dans la gueule. Donc le meilleur poteau de John Monnet à la John Hopkins Gender Identity Clinic, c'était un Français, c'était Claude Mijon. Il allait bouffer tous les midis avec Claude Mijon, et c'est lui qui a dû lui donner toutes ces idées. T'inquiète pas, il y a toujours un Français dans l'équipe. Pour revenir à notre sujet central, les idées de John Monnet apparaissent au début des années 60 au travers de différents ouvrages. En 1960 et 61, il coécrit 2 articles avec Richard Green, dont la traduction littérale est
Rôle de genre incongru ou inadapté, manifestation non génitale chez les garçons prépubères. Et le deuxième article, efféminité chez les garçons prépubères, résumé de 11 cas et recommandations pour la gestion de cas. Et vous voyez qu'il y a toujours le fantôme de la pédophilie qui plane derrière. Il écrit 2 articles et dans les 2 articles, il y a garçon prépubère dans le titre. Faut oser quand même. T'écris 2 articles sur la sexualité. Que vient foutre le garçon prépubère là-dedans? Et ça, je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais ça explique déjà qu'on n'est pas dans un comportement sain, on n'est pas avec des personnes naïves qui essayent simplement de comprendre la sexualité, de comment ça fonctionne. On aurait pu, avec une ouverture d'esprit totale, se dire « Ok, ces personnes se posent la question du genre, laissons-les aller jusqu'au bout, on verra bien, peut-être qu'ils vont découvrir des choses, peut-être qu'on se trompe depuis 3 millions d'années. » Mais quand tu vois que ça tourne toujours autour des gamins, tu te dis, il y a un truc qui va pas là-dedans. Chez ces gens-là, il y a un truc qui va pas. Ensuite, Monet a coédité en 1969 un livre intitulé Transsexualism and Sex Reassignment, transsexualisme et réattribution sexuelle, qui a contribué à une plus grande acceptation de la chirurgie de réattribution sexuelle et des personnes transsexuelles d'une façon générale. Monet a élargi le concept du genre pour en faire un concept plus large et plus inclusif que celui de masculin-féminin. Pour lui, le genre incluait non seulement le statut d'homme ou de femme, mais était également une question de reconnaissance personnelle, d'assignation sociale et de détermination légale, non seulement sur la base de l'appareil génital, mais aussi sur la base de critères somatiques et comportementaux qui vont au-delà de la différence génitale. Et ce petit texte résume très bien ce qu'est en réalité John Monet ou ce qu'est sa théorie, c'est qu'il ne nie pas, comme on l'a dit, la question du sexe biologique, et il dit simplement que le sexe biologique est un déterminant, c'est pas suffisant. Que t'aies un pénis ou un vagin, c'est juste une info, et il y a plein d'autres éléments qui feront que tu seras homme ou femme. C'est une nuance importante à comprendre parce que beaucoup font la confusion en pensant que la théorie du genre, c'est un truc qui te dit que le sexe n'existe pas, qu'on est une page blanche et qu'on devient homme ou femme, ou non-binaire. C'est un peu plus élaboré que ça, on va dire. Pour Monet, le sexe a quand même une importance, sauf que ce n'est pas le plus important. On peut le changer, on peut le modifier, on peut intervenir dessus. Après, on est d'accord ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est ça qu'il dit. Et en 1972, Monet a présenté ses théories dans Men and Women, Boy and Girl, un manuel universitaire. Le livre présentait David Reimer comme un exemple de réassignation de genre. Et c'est là que commence le cas le plus controversé de John Monet, le cas du changement de sexe de David Reimer, né Bruce Reimer. John Monet n'a jamais voulu avouer que ça a été un échec, que ce cas a été un échec. Il a continué à en parler comme une réussite jusqu'à sa mort, alors que la réalité est tout autre et la réalité de cette histoire est extrêmement sombre. Cette histoire commence avec Bruce et Brian Reimer, qui sont 2 jumeaux nés en 1965 au Canada. Bruce naît avec une phimosis, qui est, pour le dire simplement, la peau du gland qui ne se rétracte pas. Donc l'individu ne peut pas décaloter correctement, ce qui peut poser des problèmes pour uriner par exemple, mais pas uniquement. Donc les parents de ces 2 jumeaux, et notamment la mère, les emmènent chez le médecin qui propose une circoncision pour régler ce problème. Jusque-là, rien d'extraordinaire, ça se fait souvent. La circoncision est très généralisée, notamment aux États-Unis. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'opération tourne mal et l'un des jumeaux, Bruce, perd son pénis. Il est amputé du pénis par accident. La mère est désespérée, elle est effondrée. Et elle se dit, mais que va devenir cet enfant? Quel est l'avenir d'un homme qui n'a pas de pénis? Et elle découvre le docteur Monet, qui était une petite star à l'époque dans les milieux, on en parlait beaucoup, on commençait à parler de sa théorie du genre. Et elle le contacte
en se disant il a peut-être une solution. Et faut bien comprendre que cette histoire commence d'un bon sentiment et comme je l'ai déjà dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au départ, on n'est pas du tout dans le cas d'une mère complètement flinguée comme ça se passe aujourd'hui, on voit ça un peu partout, les mères qui emmènent leurs petits-enfants sur les plateaux télé en disant ils se croyaient femmes depuis l'âge de 3 ans. On n'est pas du tout dans ce cas-là, on est dans un cas concret d'une mère qui se retrouve face à son bébé homme, son bébé mâle, qui n'a plus de membres sexuels, et qui se dit, faut que je trouve une solution, et qui trouve dans la théorie du genre, et au travers de John Monnet, une potentielle solution, parce qu'elle se dit, ce qui est un mécanisme mental qu'on pourrait comprendre, elle se dit, il ne pourra pas vivre comme un homme, c'est pas possible. Il a plus de pénis, il ne peut pas pénétrer, il ne pourra pas vivre comme un homme. Mais si cette théorie du genre est vraie, il pourra peut-être vivre comme une femme. Et là, pour le coup, vaginoplastie, etc., il pourra se faire pénétrer. Et de toute façon, si la théorie du genre est vraie, on s'en fout, on en fera une femme. Et il est important de rappeler, quitte à me répéter, cette idée, cette intervention part d'une bonne intention. Et il y a beaucoup de choses dans notre société qui partent d'une bonne intention. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui défendent la théorie du genre en se disant « nous, on veut plus d'inclusivité, nous, on est les gentils, nous, on n'est pas les méchants qui ne sont pas tolérants ». T'as plein d'idées qui s'avèrent par la suite toxiques, qui partent d'une bonne intention. J'en avais parlé dans le sujet consacré au communisme, ça part d'une bonne intention, on va tout partager pareil, etc. Et ça finit en enfer. Et dans ce cas de Bruce Reimer, tout part d'une bonne intention, ça part d'une mère qui trouve au travers de la théorie du genre une solution au problème physique de son fils. Et donc John Monnet, convaincu que le genre est une construction sociale, demande à la mère d'élever le petit Bruce comme une fille. Lui parler comme une fille, lui dire que c'est une fille. Et donc Brian grandit comme un garçon, le premier jumeau grandit comme un garçon, et Bruce grandit comme une fille qu'on appellera Brenda. On change son prénom. On le traite comme une fille, on l'habille comme une fille. Mais le problème, c'est que Bruce résiste. Il n'accepte pas vraiment cette nouvelle identité. Et pour le docteur Monnet, ça pose problème parce que si ce petit garçon résiste et qu'il ne veut pas devenir une femme, c'est que sa théorie est bidon. Et malgré les hormones, malgré sa mère convaincue, malgré toutes les robes qu'on lui fait porter, malgré l'éducation, malgré rien n'y fait, Brenda, anciennement Bruce, sait que c'est un garçon. Et il a envie de jouer au foot, il a envie de se bagarrer, il a envie de traîner dehors, il ne veut pas être une fille. Et c'est là que l'histoire prend un tournant obscur parce que le docteur John Monnet, face à cette réalité, ne se dit pas « bon ben ça marche pas, c'est un garçon qui veut rester un garçon ». Ce qu'il fait, c'est qu'il met les bouchées doubles et il va encore plus loin dans cette expérimentation. Et selon les faits rapportés dans une biographie de John Clapinto, à partir de l'âge de 6 ans, John Monnet commence à montrer à Bruce Reimer et à son frère jumeau de la pornographie et il les force même à répéter, à mimer des actes sexuels. Et là, suivez-moi bien parce qu'on commence à toucher la dégénérescence la plus profonde. Ce qu'il fait, c'est qu'il demande aux jumeaux de mimer des rapports sexuels. Les jumeaux, entre 6 et 8 ans, ça a dû se passer sur une période de 2 ans, voire plus. Donc il demande par exemple à Bruce de se mettre à 4 pattes et il demande à son frère Brian de se mettre derrière lui pour simuler une levrette. Alors, ce que je vous dis, c'est dur à décrire. Rien que d'en parler, ça me met mal à l'aise. Alors imaginez qu'il y avait dans la même pièce John Monnet qui regardait tout ça. Des mecs comme ça, si je les chope, ça va mal finir. Si je les chope, je ne suis pas violent. Mais je pense que c'est l'un des instants où je pourrais commettre un crime. Je pense que ce mec en face de moi, j'aurais fini en tôle. Ensuite, John Monnet force Bruce Reimer à se mettre dans une autre position sexuelle, à écarter les jambes, avec son frère qui se mettrait au-dessus, en mode position du missionnaire. Et Reimer se mettait en colère quand l'un ou l'autre des frères refusait de faire cette position ou refusait de se déshabiller, parce qu'il leur demandait aussi de se déshabiller et de s'inspecter les parties génitales mutuellement. Pendant ce temps-là, lui regardait et prenait des photos.
Et là, on va être très clair sur le sujet, pour tous ceux qui défendent la théorie du genre, pour tous ceux qui disent que ça a été mal compris, etc. Le mec à l'origine de cette théorie, le mec qui a écrit les articles, les livres, qui a posé les bases de cette théorie, est un pédophile. Arrêtez d'essayer de trouver des excuses. C'est enseigné dans les universités, c'est enseigné dans les masters de genre, etc. Les gens qui étudient la théorie du genre, vous êtes en train d'étudier une théorie créée par un pédophile. Le cas Bruce Reimer, devenu Brenda Reimer, puis ensuite, on va en parler, redevenu David Reimer, est connu, documenté, publié, raconté. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas connaître l'origine de la théorie du genre. C'est une théorie créée par un pédophile qui demandait à 2 frères jumeaux de se déshabiller devant lui, de mimer des actes sexuels pendant que lui prenait des photos. Voilà ce qui se passait. Voilà la réalité du créateur de la théorie du genre. Et pourquoi John Monnet faisait tout ça? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il essayait de justifier toutes ces déviances. En grand théoricien, il essayait d'expliquer ces déviances. Il essayait d'expliquer pourquoi il faisait faire ça à ses gamins. Et l'une de ces théories, c'est de dire que la jouissance sexuelle était importante pour l'identité de genre à l'âge adulte. Il était important de découvrir la jouissance sexuelle tôt pour affirmer plus tard son genre à l'âge adulte de manière saine. Mais malgré tout, rien n'y fait. Bruce Reimer ne veut pas devenir une femme. Il résiste absolument à tout. Il résiste aux traitements hormonaux, il résiste aux séances avec John Money ou Monnet. Il résiste à tout ce qu'on lui a demandé de faire. Dans sa tête, c'est un garçon, c'est un homme. Et il ne veut pas entendre autre chose. Et à un moment, John Monnet veut aller plus loin. Il veut faire une opération à ce gamin. Il veut, parce qu'il a perdu son pénis, mais il n'a pas fait de vaginoplastie pour transformer ses parties génitales en vagin. Et John Monnet voulait aller plus loin, voulait vraiment transformer ses parties génitales en vagin anatomique. Et là, la mère dit stop. La mère dit on arrête, c'est fini. Écoute, ça marche pas, c'est un garçon. Il veut rester garçon. Arrête tes conneries. Et la raison pour laquelle la mère arrête, c'est que son fils, Bruce, qu'elle appelait Brenda, lui a dit « Si tu m'opères, je me suicide ». Voilà ce qui s'est passé en réalité. C'est que le gamin a dit « J'ai à peu près supporté toutes vos conneries jusqu'à présent. Maintenant, je te préviens, si tu m'opères, je me suicide ». Et c'est là que la mère dit « Stop ». On arrête. Et donc, soulagé, Bruce change son nom. Bruce qui avait déjà changé de nom, faut pas oublier, on l'appelait Brenda. Ses papiers d'identité, tout a changé, on l'appelait Brenda. Donc, il a été obligé de changer encore de nom pour s'appeler David. Et à ce moment-là, il embrasse complètement sa masculinité. Il arrête les traitements aux hormones. Il se fait reconstituer un pénis chirurgicalement. Il se marie et il adopte 3 enfants. Et à cet instant, la théorie du genre est un échec total. Mais vous aurez compris que tout ça, ça laisse des séquelles. Des gamins à qui on a fait vivre ça laisse des séquelles irréversibles. Tu ne vis plus normalement une fois que tu as subi ça. Tu ne peux plus retourner à une vie normale quand un médecin t'a demandé de pratiquer des actes avec ton frère jumeau. Ne me dis pas que tu grandis normalement quand tu as vécu ça à 6 ans. Ce qui se passe, c'est que Brian, le frère jumeau, qui pourtant, lui, n'a pas subi de chirurgie ou de traitement aux hormones, lui était parfaitement normal, il a simplement dû accompagner son frère dans cette épreuve, eh bien, à l'âge adulte, il devient schizophrène, il fait une dépression, et il meurt d'une overdose en 2002 à l'âge de 36 ans. David Reimer, quant à lui, qui avait refait sa vie, qui avait une femme, qui avait 3 enfants, finit également par se suicider en 2004, à l'âge de 38 ans. Et voilà comment cette mère, qui voulait trouver des solutions à son fils, se retrouve avec 2 jumeaux suicidés, après les avoir laissés entre les mains du docteur John Monnet. Vous connaissez maintenant l'histoire de cet homme, vous connaissez maintenant l'histoire du cerveau, de la théorie du genre, de l'homme qui a théorisé toutes ces idées, et vous connaissez aussi l'histoire de son échec le plus célèbre. J'imagine qu'il y a eu d'autres échecs, ce cas a été extrêmement médiatisé parce que ça finit terriblement mal, parce que c'est spectaculaire,
parce que ça dure sur plusieurs années, mais j'imagine qu'il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes, directement ou indirectement, qui ont mal fini en raison des théories de John Monnet. Et aujourd'hui, face à tous ces dégâts, parce qu'on commence à avoir du recul, on commence à avoir les chiffres, des dépressions, les chiffres des suicides, eh bien des pays comme la Suède rétropédalent, on ne donne plus d'hormones aux enfants, c'est terminé. En Suède, si vous voulez des hormones ou prendre des hormones pour transitionner ou pour faire votre changement de sexe, eh bien il faut avoir 18 ans ou plus. Pour avoir accès aux bloqueurs de puberté, à de la chirurgie, à de l'hormonothérapie, il faut aujourd'hui être majeur. Et je pense que c'est très bien. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas qui on est à l'adolescence. L'adolescence, de toute manière, c'est une phase de crise. On a tous notre crise à des degrés différents. On a tous une forme de crise existentielle. Certains traversent l'adolescence sans problème, parce qu'ils évoluent dans un environnement favorable, d'autres ont de plus grandes difficultés, mais l'adolescence, c'est la transition de l'enfant vers l'âge adulte, et on ne peut pas, pour la simple raison que quelqu'un se sent mal ou qu'il a des questionnements, passer sous le bistouri, opérer les gens et faire des choses qui sont irréversibles. C'est ça qui est grave avec la question de la chirurgie, c'est que c'est irréversible. C'est irréversible. Quand tu touches à des choses réversibles, c'est pas la fin du monde. Si tu regrettes, tu changes, t'arrêtes. Quand tu commets un acte irréversible et que tu réalises que c'est pas ça que tu voulais, tu fais quoi ? Tu fais quoi une fois qu'on t'a coupé la bite et qu'on t'a forgé un vagin à la place ? Tu fais quoi quand tu réalises que c'est pas ça que tu voulais ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Suède, ils ont mis un stop définitif. On ne touche à personne en dessous de 18 ans. Après, tu fais ce que tu veux. Après, t'es un adulte, tu dégages de chez tes parents, tu fais ce que tu veux. T'es responsable, même si tu le regrettes, c'est ton histoire, c'est ton affaire. Mais avant 18 ans, on ne touche à personne. Et certaines cliniques aussi, aux USA, ont arrêté les bloqueurs de puberté, la chirurgie, l'hormonothérapie avant 18 ans. Et malgré ces échecs cuisants, malgré tous ces faits divers terribles, malgré ces suicides en série, certains sexologues se basent encore aujourd'hui sur la théorie du genre pour prescrire des opérations, des traitements hormonaux, des bloqueurs de puberté, etc. Et on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi faisons-nous autant la promotion de cette théorie ? Quel est l'intérêt de l'Occident ? Parce que là encore, c'est une théorie très populaire en Occident, mais si vous allez en Russie, en Chine, en Inde, dans d'autres pays traditionnels, au Moyen-Orient, personne ne vous parlera de ça. C'est pas un sujet. C'est pas du tout une préoccupation. Ce qui est grave, ou ce dont s'occupent les hôpitaux, c'est les cancers, c'est le diabète, c'est les vraies maladies chroniques, c'est les vraies maladies qu'il faut soigner, mais personne n'encombre les hôpitaux avec des vaginoplasties. Et on pourrait se demander quel est l'intérêt des élites de promouvoir cette théorie, parce qu'elle est promue. Ce n'est pas une évolution naturelle, ce n'est pas une préoccupation centrale chez les gens. Ça occupe une place disproportionnée dans les médias. Et c'est pour ça que je considère que ce n'est pas normal. Parce que si vous vous baladez dans la rue, si vous traînez dans un café, dans un resto, vous n'entendrez personne parler de ça. Et pourtant, dans les médias, ça occupe une place disproportionnée. Donc, il y a une déconnexion entre la place de la théorie du genre dans la société et sa place dans les médias. Ce n'est pas normal. Il y a une réelle volonté de promouvoir ces idées. Pourquoi ? Eh bien, l'une des théories que j'ai sur la question, c'est que l'intérêt des gouvernements, c'est de déviriliser au maximum la population. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est à la destruction de l'homme. Parce que les transitions se font beaucoup plus dans un sens que dans l'autre. Il y a beaucoup plus d'hommes transsexuels qui veulent devenir des femmes que des femmes transsexuelles qui veulent devenir des hommes. Ça se fait souvent dans le sens inverse. D'ailleurs, vous regardez dans les compétitions sportives, on voit beaucoup d'hommes participer maintenant aux compétitions féminines.
participer en tant que femme. T'as des gaillards d'1m85, 147 kilos, comme l'haltérophile néo-zélandais, qui participent aux Jeux Olympiques avec les gonzesses. T'as bien compris que plus aucune femme ne gagnera une médaille d'or avec ce mec. C'est terminé. Ou avec cette femme. Je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Officiellement, c'est une femme. Mais c'est une femme d'1m85, 147 kilos, ancien haltérophile masculin qui fait maintenant des compétitions avec les femmes. Et ça se fait beaucoup dans ce sens. Et ma théorie, l'idée à laquelle je pense, c'est que on assiste à une volonté de détruire l'homme, le déviriliser, le déconstruire. Et donc tous ces hommes qui deviennent femmes, ne sont plus des hommes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est dangereux pour les États, pour les gouvernements, dans un objectif de contrôle global, ce qui est dangereux, c'est les hommes. Ceux qui sont capables de la vraie violence, c'est les mecs. Quand il y a des manifs au Canada, c'est les chauffeurs de camions, c'est pas les transgenres. Ceux qui font trembler Justin Trudeau, ceux qui le font chier mou pendant plusieurs semaines, c'est les camionneurs canadiens. C'est pas les associations pour la défense des transgenres. Donc ce qui est dangereux pour les États, c'est l'homme viril. Et déconstruire l'homme par tous les moyens possibles et imaginables, c'est assurer une certaine tranquillité aux dirigeants. On a vu que des manifestations avec des femmes, ça faisait peur à personne. Les gonzesses qui manifestent pour la retraite et qui chantent et qui dansent sur des morceaux de techno, on a vu que ça risquait pas de faire peur à un politicien. La féminité n'est pas capable de violence. C'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. La mère, c'est la nourricière. Elle n'est pas là pour taper, elle est là pour s'occuper des petits. Et donc, aller vers une société féminine, c'est aller vers une société docile. Et c'est pour ça que tout ce que font les États aujourd'hui, c'est pour pousser vers une forme de dévirilisation par tous les moyens. Et on essaye de mettre dans la tête des enfants qu'une société féminine, féminisée, ça sera plus de douceur, que tout se passera bien, que c'est à cause de l'homme qu'on a connu des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. S'il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait jamais eu de guerre. Oui, mais s'il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait rien. Il n'y aurait ni les avions, il n'y aurait même pas Instagram. Le truc là, Instagram, où les gonzesses mettent leur cul partout sur Internet. Bon, c'est un algorithme créé par un homme. Internet a été créé par un homme. Les ponts, les routes sont construits par des hommes. J'ai jamais vu de femme sur un chantier. En tout cas, pas une femme qui construit. Au mieux, elle est contrôleur technique. Donc pour ceux qui disent l'homme c'est la guerre, mais l'homme c'est tout. L'homme a tout fait. Arrêtez de focaliser sur la guerre. Le pont de Brooklyn, les gratte-ciels, les immeubles, la pyramide du Louvre, tout ça c'est construit par des hommes. Que des hommes. Donc l'homme a tout fait. Faut pas vous arrêter à la guerre. L'homme a tout fait. La guerre comme la paix. Le monde qui nous entoure, c'est un monde construit par des hommes. Vous m'écoutez peut-être sur YouTube. YouTube, c'est inventé par un homme. Google, c'est inventé par un homme. Vous m'écoutez sur Spotify. Spotify, c'est inventé par un homme. Vous m'écoutez sur votre téléphone. Apple, avec des écouteurs. Apple, c'est inventé par un homme. Sur un téléphone Samsung, pareil, c'est inventé par un homme. Tout ce qui vous entoure a été inventé par des hommes. Le monde a été inventé par des hommes. Donc arrêtez vos histoires, un monde féminin, ça sera mieux, plus de douceur. Un monde féminin, ça n'existerait tout simplement pas. Voilà la réalité. Un monde féminin n'existerait pas. Il n'y aurait pas la guerre, ok, mais il n'y aurait rien du tout. Zéro, walou, zilch, rien. Donc ce qui est recherché avec toutes ces théories, selon moi, c'est une dévirilisation totale et une docilité absolue de la société. Une société docile est une société sur laquelle on pourra exercer un pouvoir total et absolu. Voilà selon moi ce qui est recherché en essayant de déconstruire les hétéros, parce que même les hommes hétéros qui ne veulent être ni trans, ni homo, ni rien du tout, on essaye de les déconstruire pour leur expliquer qu'ils doivent embrasser leur féminité, qu'ils doivent devenir plus doux, etc. Donc même les hommes qui sont sexuellement hétéros, on essaye de les détruire, et pour les autres qui doutent, qui ne savent pas, qui ont des questionnements, eux, on les oriente vers les traitements hormonaux, vers la chirurgie. Un traitement hormonal, c'est quoi? C'est un traitement... Le bloqueur de puberté, c'est quoi? C'est un bloqueur qui stoppe ta testostérone. C'est un bloqueur qui arrête ta testostérone. C'est quoi la testostérone? C'est la virilité, c'est l'agressivité, le truc qui te donne envie de taper. Tu vois, quand quelqu'un t'énerve, t'as envie de le taper. C'est la testostérone. Quand t'as plus de testostérone, t'as envie de pleurer. T'as envie de te mettre Titanic, tu vois, et tu pleures. Ou une série Netflix et tu pleures. Quand tu commences à pleurer face à une série, commence à te poser la question de ton niveau de testostérone.
Quand tu te sens un peu émotionnel, un peu fragile, etc., ta testo est flinguée. Parce que quand ta testo est à un niveau élevé, t'as juste envie de niquer tout ce qui bouge. Voilà ce qui se passe. Et ceux parmi vous qui m'écoutent et qui prennent des stéroïdes, alors je le conseille pas, c'est de la merde. Mais je sais qu'il y en a qui le font quand même. Vous savez de quoi je veux parler. Le mec, il se prend un truc, il a envie de niquer tout ce qui bouge. Même une table, une chaise. La testo, c'est l'hormone de l'agressivité, de la virilité, et oui, de la violence. Mais ça va ensemble. L'énergie vitale est aussi agressivité. L'énergie sexuelle est aussi agressivité. Et si tu n'as pas cette testo, si tu n'as pas cette énergie vitale, tu n'as plus rien. Tu finis devant des séries Netflix et tu pleures. Tu deviens émotionnel, tu as besoin de douceur, tu as envie d'acheter un chat, un chien, le caresser. Voilà ce que tu deviens. Et une autre raison qui pourrait expliquer l'intérêt des médias et cette promotion qu'ils font de la théorie du genre et du transgenre, etc., eh bien, c'est l'économie. C'est l'économie parce que les médias ne sont pas libres. Les médias appartiennent à des industriels notamment. Donc c'est de l'argent et on ne paye pas des journalistes pour rien. On les paye parce qu'on a un agenda à pousser. Pourquoi tous ces industriels s'emmerderaient à acheter des médias qui ne sont pas rentables? Pourquoi payer des milliers de journalistes alors qu'en réalité c'est pas le meilleur business au monde? La majorité des médias officiels survivent grâce aux aides de l'État, mais sinon ils sont pas rentables. Il y a plein de chaînes YouTube qui sont bien plus rentables que n'importe quel média officiel. Et la raison derrière l'agenda qui est poussé, eh bien, il est économique. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est une économie. Les hormones qui permettent de faire ces transitions, eh bien, c'est une industrie. On les produit, c'est chimique tout ça. Les bloqueurs de puberté, c'est une industrie. Il y a des usines qui tournent pour fabriquer tout ça. Et bien sûr, faut les consommer une fois qu'on les a fabriqués. Donc tout ça, c'est une industrie. Les cliniques médicales, la chirurgie, les anesthésies, tout ce qu'il y a autour, c'est une économie, c'est une industrie. Donc ne jamais oublier que la dégénérescence est aussi une industrie. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, tout est économique. Tout est économique, les rapports humains, les rapports sociaux, tout revient à l'économie et à la calorie. Et bien sûr, un individu qui n'est pas bien dans sa peau consomme. Explique-moi pourquoi t'achèterais un sac Louis Vuitton à 5000 ou 7000 balles. Qui achèterait, qui est assez dingue pour acheter un sac à 7000 balles? Quand t'achètes un sac à 7000 balles, c'est que t'es pas bien dans ta tête. Parce que faut savoir que la majorité des gens qui achètent le luxe ne sont pas les riches. L'hyperclasse, en fait, eux ne sont pas assez nombreux pour faire tourner cette industrie. Ceux qui dépensent, en réalité, c'est ce qu'on appelle les wannabes. C'est ceux qui veulent devenir. Wannabe, c'est want to be, veulent devenir. Et c'est surtout la classe moyenne qui achète du luxe, contrairement à ce qu'on croit. Quand on regarde les chiffres d'LVMH, c'est pas l'hyperclasse. L'hyperclasse, ils vont acheter un sac, 2 sacs, 10 sacs, mais ils sont pas assez nombreux pour faire tourner toute l'industrie. Et c'est surtout la classe moyenne qui veut mimer la richesse qui consomme. Et là, les statistiques sur la question sont claires. C'est eux qui achètent. Et donc, quand t'es bien dans ta tête, quand t'es heureux avec, je sais pas, un peu d'huile d'olive, une tomate dans ton assiette, un bout de pain, tu te poses au soleil, des olives, et tu kiffes la vie, un petit verre de vin, et voilà. Quand t'es bien dans ta tête, c'est plaisir, ça te suffit. Quand t'as besoin d'acheter une Rolex, une grosse bagnole, de la mode, des fringues, des marques, etc., c'est que t'as quelque chose à prouver. Je pourrais acheter une Rolex, je pourrais acheter 10 Rolex, je pourrais acheter une Rolex par mois si j'ai envie. Pourtant, j'ai jamais acheté une Rolex de ma vie et je n'achèterai jamais une Rolex de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai pas d'intérêt à le faire et je n'ai rien à prouver. J'ai pas une petite bite à compenser, j'ai pas de la richesse à prouver à qui que ce soit. Je suis qui je suis comme je suis et je n'ai rien à prouver par le matériel. Et il faut comprendre que les gens qui se lancent excessivement dans le matériel ont des choses à prouver. Ils ont besoin de démontrer quelque chose. Quand tu vois un Américain dans un 4x4 démesuré, le truc énorme, c'est chiant pour stationner, c'est chiant pour rouler. Tu te dis pourquoi tu fais ça, mec ? C'est quoi ton projet ? C'est quoi le but derrière ? Il y a des 4x4 plus petits. Tu vois, là je parle des espèces de grosses voitures monstrueuses. Qu'est-ce que tu essayes de prouver ? T'as une petite bite, c'est pas grave. Tu peux vivre avec une petite bite, t'as pas besoin d'acheter une voiture énorme. C'est pas la fin du monde. Il y a plein de gens avec une petite bite qui se sont reproduits, qui ont eu des enfants. C'est pas la fin du monde, calme-toi. Respire, détends-toi. Profite de la vie.
Et donc, plus il y a de gens en insécurité, plus il y a de gens qui sont mal dans leur tête, plus il y a de dégénérés, et plus ça consomme. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a toute une industrie du mal-être, il y a toute une industrie qui fonctionne autour des complexes physiques, des peurs, des craintes, tous ces gens qui sont mal dans leur peau, et qui compensent, et qui surcompensent par de la consommation. Et encore une fois, je vous le dis, quand on est bien dans sa tête, ou les gens qui sont bien dans leur tête ne consommeraient jamais ce genre de choses. Des ceintures qui coûtent des centaines d'euros, des montres, des bagues, des trucs bling bling, des choses qui coûtent une fortune, et tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Et il n'y a que le mal-être, le complexe, le manque de confiance qui te fera acheter ce genre de choses. Quand t'es bien dans ta tête, tu ne fais pas ça. Et voilà pourquoi les médias et les industriels qui les financent ont intérêt à cette dégénérescence. Plus il y aura de dégénérés, plus il y aura de fous, et plus ils consommeront de tout. De tout, j'ai parlé de la mode, mais aussi les hormones, les bloqueurs de puberté. C'est une industrie énorme. C'est des laboratoires pharmaceutiques, c'est des usines chimiques, c'est de la recherche, c'est des universités privées qu'on finance également. C'est plein de choses. Si on devait calculer l'industrie de la dégénérescence, l'industrie qui fonctionne en raison de la dégénérescence, on serait impressionné. Je vous garantis que vous seriez impressionné si on devait un jour, s'il y a des économistes qui m'écoutent, qui cherchent un projet de doctorat, un projet d'études, je vous en donne un. Essayez de me calculer ce que rapporte l'industrie de la dégénérescence. Calculez, mettez bout à bout les antidépresseurs, les hormones, les bloqueurs de puberté, toute la chimie qui est nécessaire au changement de sexe, toute la chimie qui est nécessaire à produire, à effectuer, à garantir, à réussir ces changements de sexe, et vous verrez, et bout à bout bien sûr, la mode, l'industrie de la musique, enfin tout ce qu'on arrive à vendre, parce que derrière il y a des gens pas très stables, pas très clairs dans leur tête, et donnez-moi un chiffre, et en milliards, je vous garantis qu'on sera impressionné par le résultat. Ce que rapporte la dégénérescence en milliards de dollars vous surprendra. Et voilà pourquoi vous avez des médias qui ne devraient avoir aucun intérêt à promouvoir ce genre de choses, le font. Les médias ne sont pas libres. Il y a des gens derrière ces médias. Essayez de vérifier, de voir qui y a derrière ces médias, qui sont ces gens, et vous comprendrez quel est l'intérêt. Vous réussirez à boucler cette boucle et à comprendre qui tire les ficelles et pourquoi. Et vous pourrez appeler votre rapport l'économie de la dégénérescence. Voilà, vous avez un titre et une thèse de doctorat, si vous étiez en mal de sujet. Et pour revenir à John Money ou Money, et pour conclure cette histoire, il a continué à raconter que ses expériences sur le petit Reimer se sont bien passées, que ça a été un cas formidable, que ça a marché, et continue à raconter ces conneries comme si rien ne s'était passé, comme si les deux n'avaient pas fini en suicide. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à entendre la vérité sur ce cas, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à savoir que ce cas de Reimer, de Bruce Reimer, devenu Brenda Reimer, puis redevenu David Reimer, est un échec complet, que ces deux jumeaux se sont suicidés, et que ce qu'il a fait, c'est terrible, c'est horrible, c'est monstrueux, ce mec est un pédophile, ce mec est un malade, et il est temps que cette vérité se sache. La théorie du genre a donc été créé, y compris les termes qu'on utilise aujourd'hui, même le mot identité de genre a été créé, inventé par John Money, en somme un pédophile détraqué qui forçait des gamins à avoir des rapports sexuels tout en les prenant en photo. Voilà qui est John Money, le père de la théorie du genre. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.